Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision. Avec au programme de votre soirée, bien comme à l'accoutumée, on débute avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 4 mai 2022 et la situation épidémiologique est relativement stable. On enregistre 200 cas de plus que la semaine dernière. Le taux d'incidence, lui, passe de 568 à 624. Le taux de positivité de 15,7 à 16,2. On compte 4 hospitalisations de plus. On passe donc de 26 hospitalisations à 30. Et on compte effectivement une petite erreur sur le nombre de réanimations, puisque la semaine dernière, nous étions à 8 contre 6 cette semaine. C'est donc une baisse et non une hausse comme c'est indiqué. Et notez aussi qu'aucun décès n'est à signaler sur la période. Les comparutions suite aux événements sociaux contre l'obligation vaccinale se poursuivent. Ce matin, c'était au tour de Pascal Petitphard, sapeur-pompier, d'être convoqué devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Il est accusé de refus d'obtempérer lors d'une opération escargot à Bémao. Le reportage de Michel Depape. Moi, venu ici dans ces policiers, gendarmes là convoqué moi, ils ont arrêté moi en décembre dans opération escargot qui était passée à Bémaro. Refus, ils dit moi refus d'obtempérer et en tas de manifestation là, non à l'obligation vaccinale. Donc, ils ont arrêté moi, ils ont dit moi comme quand refusé d'obtempérer, ils ont bon moi amende qui a contesté, qui n'a pas refusé d'obtempérer. En fait, tout ça qui était à faire selon moi, et je dois retrouver moi au tribunal pour en passer pour quelle raison vraiment. Donc, c'est là le problème qu'a posé là. Donc, on a supposé que depuis tout ça qui passait, était il veut faire nous on a dit nous les pompiers fait nous comme servir un exemple, mais à ma connaissance en panier a rien à reprocher moi concernant ça. Aujourd'hui nous là en soutien camarade de Petitphard Pascal qui a arrêté à dans marché escargot de café depuis au début et je disais été refusé d'obtempérer mais parce que tout simplement nos gendarmes vont voir analyser et que nous tenons hors de pas laisser nous entrer dans cortège à partir de créer accident et lui en banaliser en civil il faut ces barrages là et puis il décider que c'est Petitphard empêcher d'entrer et pour ça il vous emmerder mais alors que ça vide lui-même le collègue reconnaît aussi que ça va pour jusque-là mais bon malheureusement nous avons un état de répression et il faut faire là et il y aura ça pas fonctionner mais il faut essayer quand même à un moment il faut dire il faut pas démantabiliser il faut pas démoraliser et on peut arrêter en fait mais en fait nous rendons compte aujourd'hui là que nous pas même revaler des notions de liberté que c'est mon en fait alors que c'est eux qui étaient normalement dans la position à garantir les libertés. Et donc comme Domota, comme Clavier, comme les autres pompiers, comme les jeunes qui se sont fait arrêter, comme les grands frères, eh bien, on est face à une vague de répression de la part des autorités dont la seule réponse c'est les armes, les tribunaux, les lacrymos et l'emprisonnement pour les jeunes. Voilà leur réponse. Donc nous, notre réponse, c'est continuer la mobilisation, continuer à venir soutenir tous ceux qui passent en procès, tous les manifestants, tous les militants qui sont inquiétés par la justice et on profite pour demander la libération des grands frères. Une vague de répression aussi dénoncée en Martinique suite à l'interpellation hier de plusieurs militants RVN ayant participé au déboulonnage des statues de Victor Schellcher et Nambucq ou encore Joséphine de Beauharnais. Et une question se pose ces jours-ci, à savoir si les 40% de vie chère pour les fonctionnaires vont disparaître. Depuis effectivement une annonce médiatique, la polémique fait rage sur le passage de la prime à 25% pour les nouveaux entrants. Une erreur d'interprétation des textes selon les autorités qui assurent le maintien de ces 40% de rémunération supplémentaire. On fait le point avec Maître Quartero.
Simplement, il y a une mauvaise interprétation des nouvelles réglementations, à savoir que jusqu'à ce jour, les 40% étaient divisés en deux. Il y avait une loi qui prévoyait une plus-value de 25% pour la vie chère et un règlement qui est une autre forme de loi qui prévoyait, elle, une plus-value de 15%. Fort de ces deux choses, effectivement, de ces deux décisions, on pouvait obtenir les 40%. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le législateur a été saisi pour réglementer et mettre sous forme de code, comme il y a un code du travail, comme il y a un code civil, eh bien, toutes les lois relatives à la fonction publique. Et donc, dans la partie, pour l'instant, la seule partie qui soit codifiée, qui vient de sortir au 1er mars, c'est la partie législative, c'est-à-dire celle qui ne concerne que les lois. Or, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, les 40%, ça correspond à deux décisions, une loi et un règlement. Donc la loi, c'est les 25%, d'où le fait que dans le code, pour l'instant, on ne parle que de 25%. Mais c'est pas parce que le code général de la fonction publique n'est pas terminé qu'il s'applique en l'état. Toutes les règles existantes jusque-là se poursuivent, et notamment les règlements. Et le règlement concernant les 15%. Et comme on parle de transfert sur le Code général à droit constant, c'est-à-dire que tout ce qui existait avant est maintenu en l'état. Donc très concrètement, effectivement, si on prend le Code général de la fonction publique aujourd'hui, on n'a que la partie législative et on verra les 25%. Mais si on se réfère ensuite au règlement, on retrouvera les 15% complémentaires qui s'appliquent à tout le monde. Les nouveaux, les anciens. Voilà. Donc il n'y a pas en fait de sujet, il y a simplement une confusion du fait que le Code général de la fonction publique qui vient de rentrer en vigueur le 1er mars ne fait état que de la partie législative et que de la loi sur les 25%. Une interview signée Olivier Félix. Et suite aux événements tragiques du week-end, le parquet de Pointe-à-Pitre revient sur des faits divers qui auraient pu tourner au drame. On en a quand même eu un avec cette personne effectivement qui est morte dans son véhicule noyé, mais c'est pas de ça dont il est question, puisqu'effectivement il y a eu plusieurs tentatives d'homicide, mais des tentatives seulement. Aucun mort à déplorer pour l'instant. En tout cas, on l'écoute au micro d'Olivier Félix. Les inondations qui ont occupé la Guadeloupe jusqu'à samedi n'ont pas empêché que dès le samedi soir, en fait, il y ait effectivement sur le ressort de Pointe-à-Pitre une explosion de violence. Alors, avec des affaires qui sont distinctes les unes des autres, hein, ce sont des affaires qui se sont multipliées. Et c'est vrai qu'on voit qu'à cette occasion, eh bien, de très nombreux faits divers ont eu lieu, et à chaque fois avec des tentatives d'homicide. Hein, on parle vraiment de tentatives d'homicide, de personnes qui ont voulu donner la mort à d'autres personnes. Chaque fait divers de ce week-end est assez éloquent, parce qu'effectivement, dans certains faits divers, on voit que ce sont des femmes qui n'hésitent pas à lever la main sur d'autres, en général à l'arme blanche. On a notamment un fait divers où, à l'occasion d'une bagarre, une jeune femme a été très sérieusement blessée à l'arme blanche. Et puis, à une autre occasion, c'est une jeune femme qui n'hésite pas au moyen d'un tournevis, donc à poignarder l'homme qui l'a logé. Voilà, ça, ce sont les faits divers qui impliquent des jeunes femmes. Et puis, à côté de ça, on a des jeunes hommes aussi qui sont impliqués. Et là, effectivement, on a peut-être plus facilement le recours aux armes à feu, avec des jeunes qui ont été placés en garde à vue pour être les auteurs présumés de tirs sur des jeunes pour des raisons diverses. Hein, c'est assez varié. Parfois des litiges qui remontent, apparemment qui touchent à un job antérieur qui s'est mal passé manifestement. Parfois des choses comme ça, mais toujours finalement des prétextes assez bénins, des motifs assez bénins au regard de la gravité du passage à l'acte. On est depuis le début de l'année un score peu enviable de 15 homicides dans le département. Ça montre bien que, encore une fois, le mal est profond. Alors effectivement, je pense qu'il est important de travailler par le biais d'assises, une vraie réflexion collective, mais je crois que ça nécessite au-delà de ça une vraie prise de conscience de la population. Moi, je pense que quand dans un milieu, on voit qu'un jeune qu'on connaît bien, est armé, parce qu'en général, les proches le savent, la famille le sait, les petites amies le savent. Je pense qu'il y a un moment, il va falloir prendre conscience du fait qu'il se met lui-même en très grand danger. Il est un danger pour toute la société. Il se met lui-même en danger. Il s'expose à de très lourdes peines. Il est susceptible de plonger dans la douleur des familles entières. Je crois que vraiment qu'il y a cette prise de conscience à avoir au sein de la population de notre département.
Il faut aussi une prise de conscience sur la gestion en cas d'intempéries afin d'éviter des pertes humaines principalement et matérielles de façon secondaire. Et comme nombre d'habitations et commerces, l'association Blue Melody School a fait les frais justement de ces montées des eaux. On fait le point avec Peggy qui justement appelle aux dons pour essayer de faire surface. Voilà, c'est la vie, c'est la réalité, c'est la nature. Mais malheureusement, on a dans nos locaux subi les dommages directs de ce phénomène. Inondations, montée des eaux, donc dans nos locaux, Blue Melody School Radio, SICRI, Association Music City. En fait, toutes les associations sont réunies dans ce même pôle. Et donc, pas mal de pertes et de matériel surtout. Pied bois qu'à plier, mais il va à casser, nous c'est des bambous quoi. Donc forcément on reprend peu à peu les activités. Tout ce qui est collectif, on peut poursuivre parce qu'heureusement, grâce au partenariat qu'on a avec la cité scolaire La Persévérance de Boissard, tout ce qui est activité en collectif, on est en mesure de travailler. Voilà, on est en ce moment même à Boissard. Par contre, ce qui est cours individuels, ce qui est les cours de piano, c'est dans nos locaux et ça c'est un petit peu différent. Donc on y va crescendo, mais on ne veut pas s'arrêter du tout parce qu'on a des choses à faire. Hein. Il faut continuer à chanter, à jouer et à pratiquer. C'est délicat parce qu'on sait que les gens ont beaucoup été sollicités ces derniers mois pour diverses causes qui sont toutes aussi importantes, hein, les soignants et les activités ici et là. Mais c'est vrai qu'on a été un peu poussé à le faire par nos élèves, premièrement, et puis par les sympathisants, les amis. Oui, on a ouvert aujourd'hui même une cagnotte qui va permettre de soutenir l'ensemble des associations. Alors, elle est au nom de Blue Melody School, hein, cette cagnotte, hein, mais les sous vont être ventilés sur Blue Melody School Radio, Music City Association et surtout SICRI, Loisirs et Formation. On travaille ensemble, ce sont les mêmes équipes, donc on va pouvoir répartir ces fonds récoltés sur l'ensemble du matériel. Et puis il faut savoir qu'il y a du physique aussi parce que les locaux ont pris un coup, donc on a des portes à changer, on a de la peinture à refaire, en attendant que les assurances jouent, c'est vrai qu'il faut prévoir à l'immédiateté. Et l'immédiateté, c'est remplacer le plus vite possible le matériel, les micros et puis le matériel de diffusion, quoi. Et force et courage effectivement à tous ceux qui rencontrent des difficultés en ce moment. Et après la ville de Petit Canal, c'est au tour de Gourbert de recevoir le docteur Godfrey Nzamudjo. Venu du Bénin, il est porteur de méthodes de culture respectueuses de la nature. Pour le fondateur de la ferme Songhai, nous avons un capital environnemental extraordinaire. Il rejoint le docteur Henri Joseph, n'est-ce pas? Il dit aussi qu'il faut mettre à profit cet environnement que nous avons, cette nature généreuse, pour créer des biens et services qui répondront aux véritables besoins des Guadeloupéens. Le reste en images. C'est une question cruciale parce que quand on regarde le contexte international avec la raréfaction de la ressource et sur le plan national, effectivement, nous sommes un territoire qui dépendons à près de 80% d'importation. Il était urgent pour nous, territoire de Gourbert, pour nous d'inscrire l'arrivée du professeur Nzamudjo dans un calendrier et dans le cadre de notre projet de territoire. Je savais qu'il y avait des visions communes, des préoccupations communes entre nous, ce que nous faisons en Afrique et la Guadeloupe. Mais en arrivant ici, que ça devient clair pour moi, que vous avez énormément de capital environnemental à tous les sens. Au niveau géologique, par exemple, on est à la hauteur. C'est comme un pays méditerranéen. Nous avons bas au niveau de la mer, encore piment tropical. Donc ça seulement, je dis, c'est une force extraordinaire. C'est une des raisons qu'on dit que la Guadeloupe a des biodiversités extraordinaires. C'était super important de recevoir un homme qui a déjà voyagé dans le monde entier et qui a partagé, qui connaît des techniques de production différentes de ce qu'on met en place. Et du fait de voir ce que je fais va dans le sens de ce qu'il met en place, me réconforte dans ma démarche et me permettra de poursuivre et d'aller plus loin. Vous avez ce don de Dieu. La première chose maintenant, comment on va capitaliser sur ça? Comment on va créer une masse critique de Guadeloupéens, de garçons et de filles qui vont capter la force de ce capital environnemental? Comment on va le capitaliser, connaître son fonctionnement, ses valeurs et canaliser
pour créer des biens et services qui correspondent à nos besoins et désirs, qui va mettre le Guadeloupéen au volant des choses. C'est ça qui est tellement intéressant pour moi. Nous avons décidé de faire de la transition alimentaire un acte important et nous posons les fondements de cet acte à travers la création de jardins divers et variés, des jardins créoles, des jardins familiaux, des jardins pédagogiques. Et donc l'arrivée du professeur Njamonjo, d'abord consacré à Saint-Jean-Bosco, qui nous a permis de faire un ancrage très important le 1er mai 2022, où 2 décisions fondamentales ont été prises. D'une part, faire de Saint-Jean-Bosco un laboratoire d'expérience et d'autre part, nouer un partenariat avec Porto Novo au Bénin pour permettre à nos enfants, nos élèves, nos jeunes d'apprendre de ce concept Songhai qui permet d'essaimer sur tout le continent africain la dynamique alimentaire. Il faut vraiment, comme je disais, danser avec la nature. Quand on danse avec la nature va sourire et il va nous faire du bien. Parce que la nature sait s'occuper des prédateurs que nous sommes devenus. La culture aujourd'hui, l'économie aujourd'hui, c'est une culture prédateur. Et il va payer le prix. Donc il faut qu'on décide quel niveau que nous sommes. Des prédateurs et les gens qui dansent avec la nature. Effectivement, il est temps de choisir son camp. Saint-Jean-Bosco qui d'ailleurs fait partie des associations qui entendent œuvrer dans l'éco-agriculture et qui était justement présente à la matinée d'insertion du lycée Berthène-Juminaire au Lamentin. Plusieurs autres secteurs et activités étaient présentés pour élargir un peu le spectre des possibilités de ces élèves. Regardez. On a mis en place cette manifestation de façon à ce que les jeunes soient véritablement au contact des associations, mais aussi on a les partenaires institutionnels comme Pôle emploi, Guadeloupe Formation, le Greta, etc. Et les jeunes rencontrent directement et peuvent être en contact et se former finalement un carnet d'adresses pour les futurs entretiens et trouver une entreprise sur le terrain pour continuer leur formation. L'important, ce n'est pas forcément le chemin, mais l'arrivée. Et donc l'idée de cette matinée, c'est de leur permettre de se rendre compte qu'il y a d'autres façons de réussir ou d'arriver à leur but. C'est sur cette place-là qu'on arrive à mobiliser les jeunes, à les intéresser, à venir à leur rencontre, parce qu'ils sont souvent très jeunes et ils n'ont pas justement cette facilité d'aller chercher les informations. Donc ça reste vraiment à nous et à nos partenaires et les acteurs justement de l'insertion d'aller à leur rencontre et de leur apporter l'information qu'ils ne peuvent pas toujours aller chercher. On a beaucoup de jeunes qui veulent faire des formations mais qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas sensibilisés, qui ne sont pas au courant des formations, c'est-à-dire où elles vont se faire, quand elles vont se faire, quand elles débutent, quand elles se terminent. Donc nous sommes là pour passer justement sur tous les stands pour justement sensibiliser, leur montrer, leur permettre de construire un vrai parcours de formation. Même si on a des parents qui peuvent aider, mais il y a beaucoup d'enfants, d'élèves qui n'ont pas cette possibilité où les parents peuvent se déplacer ou peuvent être avec eux. Et c'est très intéressant. Ces jeunes, c'est la société de demain. Donc sécuriser leur parcours, les aider à sécuriser leur parcours, c'est aussi les aider à reprendre confiance en eux, les aider à mieux s'insérer dans la société. Et au vu effectivement des interrogations que nous avons eues aujourd'hui, il nous apparaît pertinent justement d'être présents au cours de ces manifestations, pour pouvoir justement redonner espoir aux jeunes, de manière à leur dire voilà, tu ne sais pas ce que tu veux faire ou tu es en manque de mobilisation. Nous sommes là au niveau de l'éducation nationale pour t'accompagner. Nous sommes là pour t'aiguiller vers le partenaire qui peut répondre à ta problématique. Un reportage signé Maxime Morel. Et on ouvre le volet sport avec la présentation du Grand Prix cycliste de l'USL qui se tiendra du 5 au 8 mai prochain. Une nouvelle course pour mettre en jambe les coureurs avant le Tour de la Guadeloupe. Le reportage. Je suis un homme heureux ce soir, après 3 mois d'être à la tête de l'USL, mettre une manifestation de cette envergure en place, c'est pas facile, mais je suis vraiment content ce soir. On n'est pas encore vraiment dans la compétition, mais je suis déjà satisfait. Là, c'est lancé, conférence de presse ce soir, là c'est lancé, et je suis très satisfait. Tous les Guadeloupéens ont déjà compris le Tour de Guadeloupe qui nous attend. USL, pour ses 70 ans, a voulu marquer l'événement par une course à étapes, parce que nous avons des valeureux champions chez nous. Et effectivement, le parcours est dessiné pour
pouvoir se préparer aux étapes du Tour de Guadeloupe. Il faut savoir qu'avant le Tour de Guadeloupe, on a le conseil départemental. C'est vrai que d'autres diront que beaucoup de courses à étapes enchaînées, mais il faut savoir que l'entraînement prépare le coureur, mais la compétition en elle-même met en jambe. Donc c'est un moyen aussi pour nous de mettre la majorité des coureurs guadeloupéens en jambe pour les grosses échéances qui vont arriver. Ça nous fait plaisir. Et nous sommes heureux de pouvoir accompagner l'USL. Donc la ville de Lamentin va financer le maillot principal, donc principal partenaire, ce qui est tout à fait normal quand c'est l'USL qui organise à Lamentin. Et nous demandons aux Lamentinois d'être présents sur les routes et à tous les supporters d'être présents sur les routes parce que la ville de Lamentin va être animée pendant ces 3 jours. Et nous disons vive le sport, vive l'USL et vive la Guadeloupe. Monsieur Lézy, c'est un homme que je connais depuis que j'étais tout petit. J'étais gamin à l'âge de 13 ans quand je suis venu à USL. Il était déjà à l'USL et du coup j'ai fait toutes mes classes en fait de petites catégories jusqu'en arrivant au senior. Il était là avec nous. Ça ne me fait rien d'aider les coureurs. Et ensemble avec Bentolo aussi. On était à 2 en train d'aider tout le monde pour qu'il n'y ait pas de gênement, pas de difficultés. Nous allons commencer déjà par un prologue le jeudi soir qui va se passer au Vélodrome Amédée Détro. Vendredi, nous allons partir du Lamentin, donc une étape qui va commencer plate, dans le vent. Ensuite, le samedi, nous avons une course qui est relativement en circuit. Et le dimanche, nous terminons par toujours encore sur les terres de la Mantinoise. Circuit à peu près roulante. Voilà. Donc pas trop critique par rapport au conseil départemental qui va arriver la semaine prochaine. Et on se quitte avec une bonne nouvelle pour les joggeurs et les sportifs, à savoir la réouverture du parcours de Jarry qui est de nouveau praticable. Regardez. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, inaugurons, mais nous réouvrons le parcours sportif. Parce qu'avec la crise sanitaire qu'on a connue, les Guadeloupéens étaient demandeurs pour qu'on puisse revenir à cette tradition parce que, vous savez, ça a été difficile de ne pas pouvoir sortir de chez soi, de ne pas pouvoir faire du sport. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux, au nom de la municipalité de Bemao, au nom du maire et toute la collectivité, de pouvoir accueillir tout ce beau monde chez nous à Jarry aujourd'hui. Cette année, pour cette réouverture, la nouveauté est que les vélos ne sont pas sur le circuit, donc on n'a plus de croisement piétons et cyclistes. Donc la route est interdite aux véhicules et la police nous accompagne sur la fermeture du circuit. Nous sommes quand même à Jarry, lieu très passant à 18-19 heures, et donc ils nous accompagnent sur la fermeture des 2 ronds-points, rond-point Matouba et de la voie verte. On marchait déjà. Je marchais déjà avec des copines, sauf que c'était un peu dangereux. Donc c'est-à-dire que vous avez vu les passages piétons, donc on se met à courir à chaque fois, puisque les voitures arrivaient dangereusement. Mais là, sincèrement, ça va, je kiffe là. Nous avons les services techniques qui sont là avec nous, qui ont assuré la sécurité avec la police et tout le monde. Donc nous sommes très heureux, encore je le dis, de pouvoir aujourd'hui être là et accueillir les Guadeloupéens de manière générale, pas seulement les Bimaronciens, mais les Guadeloupéens qui viennent faire le sport chez nous. Ce sera ouvert comme d'habitude le mardi et le jeudi. On se sent plus en sécurité, puisque, comme je vous ai dit, il n'y a pas de voiture. Il y a beaucoup de monde, puisqu'il n'y avait pas énormément de monde auparavant. Donc ça va. La demande était forte, mais nous ne pouvions pas encore avant réouvrir le parcours. Et comme vous le dites, nous sommes aujourd'hui en présence de nombreux marcheurs, de nombreux sportifs. Des gens sont venus en famille, monsieur, madame, les enfants, tout le monde est là. Et nous sommes ravis de pouvoir satisfaire cette tranche de la population qui était demandeur de pouvoir recommencer leurs activités quotidiennes, on va dire. Un reportage de Vianney Valverde.
Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Rappel un petit peu sur le point Covid du jour, puisque la situation épidémiologique est relativement stable quand même. On enregistre 200 cas de plus que la semaine dernière. Le taux d'incidence augmente légèrement, on passe de 568 à 624. Le taux de positivité augmente, idem, de 15,7 à 16,2. On compte 4 hospitalisations de plus, on passe de 26 à 30, mais les réanimations, elles, diminuent. On passe de 8 réanimations à 6 pour cette semaine et on enregistre effectivement 0 décès sur la période. Pour ce qui est de la vaccination, ça reste toujours très stagnant, hein. Il n'y a pas d'évolution à ce niveau. Et vous noterez effectivement que depuis quelque temps, nous n'avons plus de points Covid, vu que la situation s'est calmée et on n'a pas encore réellement entendu ou rencontré le nouveau directeur de l'Agence régionale de santé, Monsieur Légendard, qui est là depuis plus d'un mois, je crois. En tout cas, passez une bonne soirée à l'écoute des programmes de Canal 10 Télévision. N'oubliez pas que chez nous, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient demain à 18h30. Une bonne soirée chez vous. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. On va parler d'actualité locale, évidemment. Ce sera après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Marius Labissi. Marius Labissi qui nous dit ce soir, libérez les grands frères, fosse aux familles. On vous porte en cœur. La distance n'empêchera jamais l'amour et le respect qu'on a pour vous. Et on a une idée aussi du général Franck Abar, le général Franck Abar qui nous dit ce soir, formons une équipe fan de Canal 10 pour faire du sport. C'est vrai que c'est bien de commenter sur les réseaux, mais vous pouvez vous rencontrer, resserrer les liens et faire des activités, ça pourrait être pas mal. Je dis bonsoir en tout cas à Moïse Caramel, à Josiane Jaria, à Mouton Lucide, à Moïse Tézénas, à Marie-Hélène Borès, à Frédéric Gonté. Bonsoir, bonsoir à qui d'autre? Oui, bon, il y a Marius Labissi qui nous dit bon, on peut faire une équipe hexagonale et une équipe ici en Guadeloupe. Pourquoi pas, organisation. Bonsoir à Lydie Ratier, bonsoir à Patrice Mathurin, félicité, bonsoir à Marie-Lou, bonsoir à Joël Bazit, bonsoir à Tayaniste, bonsoir Tayan, j'espère que tu vas bien, bisous Tayan, bonsoir à qui d'autre, bon, il faut que je remonte un petit peu trop haut. En tout cas, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent et vous qui nous regardez sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On se retrouve après la pub.